Et aujourd'hui, je reçois Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Julita, merci de me recevoir. Je t'en prie, je suis ravie de t'avoir à ce micro. Alexandra, tu es écrivaine et biographe. C'est ça. Et moi, si je t'ai invitée, c'est parce que ton travail m'intéresse énormément et j'aimerais te faire connaître pour tous ceux qui ont envie de raconter leur histoire. Parce que, comme tu dis, on a tous une histoire à raconter. Oui, tous, quel que soit notre âge, je suis persuadée qu'on a ou toute une vie à raconter, ou une portion de vie, ou un parcours particulier. On a tous une histoire unique de toute façon. Donc oui, je suis convaincue, oui. Mm. Et aujourd'hui, j'ai envie que tu nous racontes ton histoire à toi. Moi, je l'ai connue à travers de ton livre parce que tu as publié en juin 2024 le livre intitulé 4 burn-out et un burn-out et tout va bien, que tu as auto-édité Oui. et que on peut trouver soit sur Amazon, soit sur ton site. On y reviendra et on donnera toutes les indications pour que les personnes puissent l'acheter s'ils ont envie. Mm. Et puis notre histoire, notre connexion a une histoire aussi, Tout à euh, fait. parce que nous nous sommes connus, je crois, dans un réseautage. Oui. Et c'était la période où mon mari avait envie, il avait besoin, je crois, de, de transmettre, d'écrire. euh, et je vous ai mis en relation et ça donnait ce petit objet, son livre qui s'appelle Je m'appelle Jamison et que tu as supervisé. Oui, c'est ça. Je l'ai accompagné à écrire lui-même son histoire. Oui. Donc voilà, toutes ces connexions, toutes ces histoires méritent bien un échange beaucoup plus riche. Donc ravi de te recevoir dans la clé de soi. Alexandra, qu'est-ce qui t'a inspiré pour devenir écrivaine biographe? Alors moi, j'écris depuis toute petite, depuis que je sais tenir un stylo. J'écris des histoires façon roman, des histoires inventées, mais avec un petit souci, c'est que généralement je commence beaucoup d'histoires, mais je n'en finis aucune parce que je manque d'inspiration. Donc j'ai plein de livres entre guillemets commencés. En revanche, il y a beaucoup d'écrits que j'ai faits qui racontent la vie réelle. Petite, j'ai raconté une visite au château de Versailles. J'ai retranscrit une histoire qu'on m'a racontée, elle, était inventée, mais moi, je l'ai retranscrite. J'ai écrit beaucoup de choses, je tenais aussi mon journal. J'ai écrit beaucoup de choses de la vie réelle, en fait. Mais ça, j'en avais pas conscience à ce moment-là, et j'en ai pris conscience après m'être installée en tant que biographe, ce qui est assez drôle. C'est là que je me Oui, suis dit, mais bon, j'écris depuis toujours, ça je le savais, mais j'écris des histoires vraies, ben, en fait, depuis toujours aussi. oui. Et c'est ça qui est paradoxal, alors que c'est pas par là que j'ai commencé. C'est pas mon premier métier d'être biographe. Et sur ton histoire, on va y revenir parce que c'est le fil rouge de ton livre. Oui, J'ai envie de donner aussi un teasing que les gens aillent chercher ton livre. Il y a énormément de profondeur, mais je reviendrai après sur ce qui m'a saisi, ce qui m'a beaucoup plu dans ton livre. Quel était ton premier métier? mon premier métier, c'était une vocation. Quand j'étais petite, je voulais être maîtresse. C'était ma vocation, c'était un métier très important qui faisait sens pour moi, enseigner, transmettre aux enfants. Donc tout ça, ça faisait sens. Et j'ai suivi un parcours sans faute jusqu'à l'IUFM pour devenir professeur des écoles, puisque on appelait ça professeur des écoles à ce moment-là. Maîtresse, institutrice, professeur des écoles, tout ça, c'est la même chose. On enseigne à des enfants de 3 ans à 10 ans. Oui. Et donc j'ai vraiment effectué mon métier de cœur, celui que je voulais faire, Mhm. qui m'a donné beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie et aussi beaucoup de soucis.
Mhm. Notamment en ce qui concerne le système de l'éducation nationale, Oui. dont on ne va pas trop parler ici, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà, j'ai eu beaucoup de satisfaction, mais à côté, je me suis sentie parfois très seule. Dès la première année, j'ai fait un premier burn-out, sauf qu'il y a 20 ans, on ne savait pas que ça Mhm. existait, le burn-out. Enfin, on n'en parlait pas en fait. Oui. J'en ai fait un, mais sans savoir, sans mettre de mots dessus. La médecin qui m'a arrêtée a simplement écrit asthénie. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une très grosse fatigue, c'est quand on n'a plus de tonus et tout ça. Donc, le mot burn-out, en tout cas, n'a pas été posé. Bon, je me suis arrêtée 3 mois. Les grandes vacances sont arrivées ensuite et j'ai changé d'école. Ça a suffi à Mhm. arrêter le processus. Pour tenir jusqu'au deuxième burn-out. C'est ça, alors tenir, j'avais pas prévu d'en faire un deuxième. Mais effectivement, j'ai été professeure des écoles pendant 10 ans. Donc, il y a des enfants qui m'ont vraiment passionnée au sens, je me sentais vraiment utile pour certains enfants, Mhm. en particulier des enfants en difficulté. Enfin voilà, là, je me sentais vraiment utile. C'est tout ça que je décris dans mon livre. Et puis, la 10e année, bon, je savais dès le départ que je ne ferais pas toute une carrière dans l'enseignement. Je ne me voyais pas à 60 ans, 65 ans, tenir un groupe classe. Ça me paraissait difficile. Mais une demi-carrière, ça me paraissait pas mal. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai eu dans ma classe un enfant en particulier qui m'a posé de gros, gros problèmes. Il avait des problèmes comportementaux, cet enfant. Je pense qu'il est arrivé à un moment où moi-même, je me posais déjà des questions. Et là, je me suis dit, j'ai même plus envie de changer d'école, Mhm. parce que j'ai changé plusieurs fois d'école. Là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de changer de métier, carrément. Alors, c'était une grosse marche, hein, parce que c'était mon métier de cœur, c'était ce vers quoi j'avais tendu pendant toutes mes études. Euh, Mhm. donc, c'était vraiment, je ne savais pas du tout où j'allais. Donc, j'ai fait un bilan de compétences, un pseudo-bilan de compétences. C'était pas vraiment ça, mais bon, peu importe. Je donne plus de détails dans le livre pour ceux qui veulent le lire. Et je me suis orientée vers le secrétariat. Le secrétariat en mairie. Ce qui est très paradoxal, c'est que quand j'étais petite, j'avais une copine qui voulait être secrétaire et je trouvais ça nul comme métier. Ça faisait pas sens pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Que dans le livre, tu racontes cette anecdote de la petite copine qui voulait devenir secrétaire et que tu trouvais ça nul. Et en fait, moi, j'en sors de métier de secrétaire, mais qui était pas du tout la secrétaire générale des mairies, un métier que j'ai découvert à travers de ton livre, mais j'étais toutes sortes d'assistantes de direction en changeant de boîte. Et en fait, aujourd'hui, je suis assez lassée et je trouve que c'est un métier qui n'est pas très valorisant parce que c'est souvent, on fait tout. Mais c'est ce que j'ai un peu retrouvé ensuite dans ton récit. C'est des personnes qui font énormément de choses et qui sont toujours dans l'ombre et qui n'ont pas la grande marge de manœuvre parce que c'est pas elles les décideurs. C'est ça. C'est effectivement un métier qui est à la fois peu valorisé. Parfois, on se sent utile pour son directeur, son maire, enfin la Mm, personne pour qui on travaille, parfois même pas. Parfois, on n'est même pas considéré par ces personnes-là. oui. C'est ce qui est arrivé dans la dernière mairie dans laquelle j'ai travaillé, qui m'a valu mon quatrième burn-out. Mais au début, ce qui m'a plu en fait dans ce métier-là, c'est déjà je changeais complètement d'univers, c'était bien. Moi, j'aime bien découvrir des choses nouvelles. Et puis, j'ai compris que je ferais plein de choses en tant que directrice générale des services en mairie, dans des petites mairies. Dans une grosse mairie, je pense que j'aurais été spécialiste. Là, ce qui me plaisait, c'est de faire plein de choses, de gérer des dossiers, de préparer des réunions, de faire des comptes rendus en aval, donc en amont et en aval. Euh, je me suis sentie utile, moins utile, je l'avoue, que dans l'enseignement. C'est Oui. différent. De toute façon, il en Ouais. faut aussi, hein, des secrétaires, il faut de tout. Mais c'est aussi ce qui m'a plu dans ce métier-là, c'est le fait de faire un petit peu de tout. Le fait d'être invisible au regard des autres me dérangeait pas trop. Mhm, J'avais ma conscience pour moi et je me sentais, je faisais bien mon travail, donc ça me convenait. mhm, Et c'est vrai que quand on est professeur des écoles, on est très visible. ouais. Tous les parents nous connaissent. Nous, on ne connaît pas tous les parents, mais tous les parents nous connaissent.
Alors que Oui, je pense que c'est aussi la difficulté d'aller, par exemple, tout simplement faire ses courses oui. parce qu'on croise les parents, les enfants. Alors, les enfants sont terrifiés en général. Maîtresse. Et les parents, ah, mais vous avez vu l'exercice de mon fils? Non, là, je suis entre le beurre et la crème fraîche. Foutez-moi la paix. C'est un peu de ça. Mm. Mais moi, j'ai bien aimé en fait ces deux métiers-là. Enfin voilà, le fait de changer, ça m'a plu aussi. Mais voilà, je pense que j'ai aussi un tempérament à être très très investi dans mon travail d'une façon générale, ce qui m'a valu un troisième burn-out quand j'ai été directrice générale des services dans la première mairie où j'ai été embauchée, où j'étais noyée. Mais vraiment, j'étais noyée. Quand j'en parle encore, je sens encore cette sensation de, bah là, on voit pas en audio, mais un peu la vague qui monte, qui monte, qui monte et qui me submerge en fait. Oui. Il y a une suffocation. Il y a vraiment cette impression-là que j'ai ressentie à chaque fois, hein, à chacun des burn-out que j'ai connus. Donc je me suis arrêtée là juste, c'était au moment où j'étais enceinte de mon premier enfant. C'est arrivé au bon moment, je pense. La Mhm. sage-femme m'a proposé de m'arrêter. J'ai dit non. Mhm. La fois suivante, quand je l'ai vue, elle m'a dit encore. J'ai dit non. Puis à un moment, j'ai fini par dire oui, plus pour mon bébé que pour moi en fait. Ouais. Et Donc ton burn-out, c'était où, comment? le troisième burn-out. Non, le Le bore-out. burn-out. Alors, le bore-out, effectivement, c'était donc le bore-out, c'est quand on s'ennuie au travail. Mhm. Le burn-out, c'est quand on a une surcharge et un manque de reconnaissance. Souvent, c'est un peu les deux. Il y a plusieurs choses en même temps qui sont liées. Le bore-out, c'est avant d'être en poste titulaire en mairie. J'ai fait un remplacement pendant un an et demi. Ça devait durer 3 mois, ça a duré un an et demi. Donc, pour un premier remplacement, c'était bien. Ça me donnait une sécurité quand même. Mhm. Là, je me suis ennuyée profondément. Ouais. Je sortais d'une année de licence professionnelle parce que pour me reconvertir, j'ai suivi un an de formation. Et là, c'était une année très très intense, cette licence professionnelle, où j'ai largement dépassé les 35 heures par semaine. Et là, j'arrive en remplacement d'une personne qui se disait débordée, alors que moi, je me suis ennuyée parce qu'en fait, ben, moi, j'avais des compétences en informatique, notamment que elle n'avait pas. Donc forcément, Mhm. ce qu'elle mettait des heures à faire, moi, je mettais quelques minutes à le faire. Donc c'est là que j'ai découvert le bore-out. Je me suis dit qu'il était temps de chercher un poste qui me convienne, qui soit plus varié, parce que là, je faisais que de la compta et de l'urbanisme. Mhm. C'est intéressant quand on découvre, mais bon, j'avais vite fait le tour. Ouais. Qui soit plus varié et où j'ai un peu non pas de pouvoir, mais où je puisse plus aider en fait, où je Ouais. puisse donner plus de billes au maire en fait, parce que je suis le bras droit du maire, hein. Quand on est directrice des services, on est le bras droit du maire. Donc c'est ça qui m'intéressait aussi, de trouver les tenants, les aboutissants, de lui présenter des dossiers qui soient complets pour que lui puisse prendre des décisions. Quand on est directrice des services, on est entre les élus au-dessus de nous et Oui. les agents en dessous de nous. On est un peu tout seul à ce poste-là, entre les deux, entre les élus qui veulent qu'on soit de leur côté, les agents qui veulent aussi que je parle en leur nom, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, parce que parfois les agents et les élus ne sont pas d'accord, et c'est normal, on ne peut pas toujours être Ouais. d'accord dans un système. Donc là, nous avons le décor de ton livre. Et c'est là où j'aimerais vraiment inviter des personnes à qui ces univers parlent d'aller lire ton livre. Tout d'abord parce que tu mm, nous racontes les coulisses de Vie de maîtresse Oui, avec tous les on-dit. J'ai beaucoup aimé. Moi, je n'étais jamais de ce côté-là et j'ai eu souvent soit un avis, soit j'étais de côté des parents qui peuvent effectivement faire des critiques, avoir des revendications. J'ai vu mes enfants, comment elles ont été impactées par les maîtresses. Et je trouve que c'est très intéressant parce que tu donnes un avis très objectif, malgré ta position, malgré tes burn-out, malgré tout, très objectif. Et tu veux valoriser l'école, tu veux valoriser la profession
maîtresses tout en leur rendant hommage parce qu'elles subissent aussi des décisions politiques, des programmes et toute la structure scolaire qui n'est pas toujours en faveur des maîtresses. des enfants aussi, des maîtresses et des enfants. C'est vrai que Et, et pour te dire, récemment, j'étais contactée par une maîtresse d'école pour un accompagnement sur la gestion des émotions et je lui ai prêté ton livre parce que je trouve que déjà voir qu'elle n'est pas la seule à vivre les difficultés, de poser des mots justes sur ce qu'elle peut vivre, ça fait du bien. Donc, toutes les complètement. maîtresses, allez chercher le livre d'Alexandra. Et puis tous les parents, allez le livre, vous verrez les coulisses d'une maîtresse. Le métier de maîtresse est à la fois très connu et très mal connu. On a Hmm, tous eu des maîtresses ou des maîtres hein, aussi, il y a les deux. On en a tous eu, des bons, des moins bons. Il y a des bons profs et des moins bons profs, c'est vrai, il y a les deux. Et il y en a qui font de leur mieux, puis il y en a d'autres. Tout comme les enfants, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est très mal connu et on est à la fois très libre dans notre agenda et à la fois très contraint. Bon, déjà, hmm, la première contrainte, c'est le nombre d'enfants dans chaque classe qui ont un niveau très différent. La deuxième contrainte, c'est le programme. On fait avec. hmm, Mais voilà, c'est un métier qui est à la fois beaucoup et mal connu. Et c'est ouais. aussi ça que je voulais partager. Et puis le fait de raconter moi mon histoire, ce qui est paradoxal, c'est que quand moi j'ai voulu, quand je me suis dit, je vais changer de métier, j'en ai parlé autour de moi à mes collègues, puis ils me disaient, mais tu vas faire quoi? Ouais. On peut faire plein de choses en fait. Pas que maîtresse, on n'est pas, toi tu n'es pas que coach, tu es aussi maman, tu aimes peut-être aussi ou le jardinage ou la peinture ou la lecture ou je ne sais quoi. On a plein d'autres compétences, on a plein d'autres appétences. On n'est pas que notre métier en fait. Absolument. Et c'est aussi ça que j'ai voulu transmettre dans ce livre. Et quand je partage mon histoire, c'est on peut changer de voie, mais quelle que soit la voie qu'on a choisie, même si c'est une voie qui nous plaît, enfin, peu importe en fait. Et dans la deuxième partie de ton livre, j'ai découvert l'univers des mairies. Et c'était passionnant. Je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé à regarder différemment la petite mairie de mon village. Mais c'est vraiment un univers. Et là, je pense que si quelqu'un travaille à la mairie ou voudrait travailler à la mairie, je lui conseille vivement ton livre parce qu'on y découvre avec beaucoup de détails toutes les coulisses d'une administration rurale parfois. Oui, oui. Oui, parce que Oui, tu étais c'est là que j'ai dans la travaillé. petite Oui. mairie, Mm. oui. Et c'est vrai que contrairement au métier d'instit, l'univers de la mairie, il est complètement inconnu par contre. Hein. Oui, Bien dire bonjour à la dame qui est à l'accueil, en général pour changer sa carte d'identité, c'est à peu près la seule chose qu'on fait à la mairie. Et encore maintenant, plus dans toutes les mairies. Mais c'est vrai qu'on connaît très peu cet univers-là. oui, Là, c'est un peu l'envers du absolument. décor que j'ai présenté. Ouais, Et c'était vraiment passionnant. Tu as raconté l'histoire des quatre burn-out et un burn-out. Et je me suis dit qu'à chaque fois, il y avait tout de même Alexandra euh, qui était un peu le bourreau de soi-même, hein. Tu avais une envie de tellement bien faire, tout à fait. de tellement satisfaire tout le petit monde autour de toi, qu'à aucun moment tu t'es donné le répit d'excuses ou même de repos. Oui. Comment est C'est... ton regard aujourd'hui sur cette période? Alors aujourd'hui, je suis un peu plus attentive. Il y a un côté équilibre en fait entre la vie, entre le travail et le reste. Mhm. Pro, vie perso, il y a la vie de famille, il y a la vie sociale, il y a tout un tas d'autres choses. Et c'est vrai que j'ai toujours mis très haut le travail. C'est dans ma nature, dans mon éducation, sans doute aussi. Enfin, il y a plein de choses. Le danger, il est là, c'est quand il y a un déséquilibre. De toute façon, j'imagine que tu le vois régulièrement, toi, avec les personnes que tu accompagnes. Oui, Euh, je donnais trop au travail, mais vraiment pas très pas le trop qu'on entend un peu classiquement, vraiment trop. Il y avait trop, et c'est pour ça que je suis allée dans les burn-out.
mm, C'est parce que je n'ai pas entendu les premiers signaux de fatigue, de parfois un ras-le-bol ou de j'y arrive pas. Non, non, j'y arrive pas, mais j'y vais quand même. mm, Et comme j'y arrive pas et que j'y vais quand même, bah, j'y arrive toujours pas parce que je suis tellement fatiguée que j'y arrive encore moins, mais j'y vais mm, encore plus. Il y a un moment, on s'épuise en fait. Le burn-out, c'est ça. C'est qu'on s'épuise. À un moment, on mouline dans la semoule. Ça, on n'avance plus alors on donne une énergie mais phénoménale. C'est la différence, je pense, entre un burn-out et une dépression. Alors, je ne suis pas médecin, il y en a qui ont fait la différence, des différences plus scientifiques. Une dépression, on a envie de rien faire. Je mm, synthétise, hein, je simplifie. mm. Dans une dépression, on a envie de rien faire. Bon voilà. Un burn-out, on a envie encore de travailler. Il faut faire. J'en ai plein sur mon bureau. Il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, jusqu'à l'asphyxie. Et à Oui. chaque fois que j'en parle, j'ai vraiment cette sensation d'asphyxie qui vient. Euh, et c'est aussi là où on ne se rend pas compte, Mm, plonge dans le burn-out. Je sais que toi, tu as connu aussi des personnes, je ne sais pas toi si tu as connu, mais tu as connu des personnes qui ont aussi connu mm. cet épisode-là. On ne s'en rend pas compte quand on y plonge. Oui. C'est progressif, c'est très progressif. Le travail est très valorisé dans notre société, donc quand on travaille beaucoup, c'est valorisé. Plus on fait d'heures de présence, et mieux on est vu. Mm, Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et c'est vrai que tout seul, on ne s'en rend pas compte. Et le premier burn-out, je ne m'en suis pas rendu compte. Il a fallu que la médecin m'oblige quasiment à m'arrêter. Le mm. deuxième, pareil. À chaque fois, c'est plusieurs mois d'arrêt quand même, hein. Donc après, il faut remonter la pente d'un point de vue énergie. Oui. Euh, et là où j'ai compris ce syndrome, parce que le burn-out est un syndrome, c'est quand j'ai moi-même été témoin du burn-out de ma tutrice. C'est ce que je raconte dans mon livre. Mm, Donc, je vais pas tout raconter ici. Mais là, j'ai été témoin du burn-out de quelqu'un d'autre. Alors moi, je suis quelqu'un qui est très, très empathique. Je vois beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses, je sens des choses. Et là, j'étais simple spectatrice, en fait. Et du mm. coup, c'est là où j'ai fait le rapprochement avec ce que moi, j'avais vécu les deux burn-out précédents en tant que prof des écoles. Oui. Ce qui m'a pas empêché d'en faire encore deux autres. Et même, il y en a, j'ai abordé le cinquième au printemps de l'année dernière. Je me suis arrêtée juste à temps. Comme quoi, enfin, c'est une question de tempérament. Je connais des personnes qui feront jamais de burn-out euh, Oui. parce que ce sont des personnes qui s'écoutent beaucoup, positif, négatif, peu importe, c'est pas le sujet. Mais voilà, il y a des Mm, personnes qui n'en feront jamais, puis il y a des personnes qui en font plusieurs. Euh, Maintenant, la différence, c'est que je le sens venir. Celui que j'ai frôlé, on va dire, au printemps de l'année dernière, au mois de juin de l'année dernière, j'en parle dans mon livre. À la fin de mon livre, du livre qui est donc paru au printemps 2023, je dis le prochain burn-out, je le vois venir régulièrement à la fenêtre. Je dis c'est bon, je fais attention. Cette fois, j'ai compris. Bon, bah visiblement, j'avais pas encore assez compris, puisqu'un an plus tard, j'ai quand même vécu. Bon, celui-là est passé très très vite. Je sais pas si on peut parler de burn-out parce que je l'ai senti venir et je me suis arrêtée tout de suite. J'ai appelé une amie. Enfin voilà. Mais c'est là où je mets en garde, j'ai envie de porter l'attention sur les témoins, les proches, mm. parce que soi-même, on s'en rend pas compte, même quand on en a fait déjà un. Les proches, si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas bien, que la personne, elle continue à travailler, hein, mais qu'elle est plus joyeuse, elle a perdu son entrain, elle y va toujours avec beaucoup d'énergie, mais ben voilà, il y a un truc, ça se voit. Oui. Quand on est attentif aux autres, ça se voit. Et puis, il y a une certaine hum, indifférence à ce qui se passe autour et qui ne concerne pas le travail. Oui, J'ai c'est vrai. fréquenté les personnes qui ont été en burn-out. C'est Moi, vrai. jamais, je crois que je fais partie de ces personnes qui n'en feront jamais. Tant Une mieux pour autre toi. éducation, tu vois. Moi, Oui. j'ai, j'ai- j'ai un autre, je crois, approche à l'effort de travail. Tu vois, le Mm. driver fait des efforts d'abord. Oui, Moi, je veux bien faire des efforts, mais c'est pas mon driver à moi, tu vois. je comprends. Ouais. Mais j'ai fréquenté les personnes, assez proche des personnes qui étaient en burn-out. Et quoi que tu dises, le boulot d'abord. Oui,
tout à Leur fait. santé ne comptait pas du tout, les Non. événements familiaux étaient secondaires, Oui. les amis, c'était vraiment plus vu comme un calvaire que une bonne soirée, parce qu'il fallait garder le peu d'énergie pour le travail Mm. et tout le temps possible et imaginable au travail. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on est proche d'une personne comme ça, qu'on voit sombrer, mais c'est vraiment ces mots-là que j'utilise, hein, surnager, sombrer, c'est vraiment cette impression-là. Euh, c'est pas la première fois que vous allez lui dire arrête-toi, il va vous envoyer promener. La Ouais. deuxième fois aussi, le médecin, il va vous envoyer promener, vos proches aussi. Il y a un... Parce qu'il va vous dire, mais tu te rends pas compte, les enjeux C'est ça, que j'ai, les responsabilités, moi je ne ça, peux pas, tout le monde compte sur moi, et puis jusqu'à ce que tu puisses pas te lever. c'est ça. C'est exactement ça. Donc il y a un moment où, ben, moi le premier c'était ça, je ne tenais plus debout. Il y a donc le deuxième, c'était, là j'ai dit, oh là, j'ai senti la même chose d'ailleurs, un problème physique, mais vraiment il y a un moment où on ne tient plus debout. Il y en a qui ne se lèvent pas de leur lit le matin. Hmm, Voilà, et puis il y a des fois, bon là c'est le troisième, c'est mon bébé qui m'a dit, prends soin de toi et prends soin de moi. Mais effectivement, c'est très compliqué et c'est la première chose quand on est en burn-out, euh, même si c'est pas forcément le sujet du jour, mais si je peux donner ce message-là, la première chose à faire, c'est de vous arrêter. C'est hmm, même pas tout de suite de vous faire accompagner, de vous ceci. Arrêtez-vous d'abord. hmm, Récupérez d'abord votre énergie. Donc dormez le temps que vous pouvez, le jour, la nuit, tout ce qu'il vous faut. J'ai accepté les somnifères dans mon premier burn-out. Je n'en voulais pas. Moi, je hmm. suis contre toute forme d'accoutumance. Je ne fume pas, je ne bois pas. Donc les somnifères, j'en voulais pas non plus. Mais la médecin m'a dit, non mais là, il faut dormir. Parce qu'on ne Ouais, dort plus quand on est en burn-out. C'est là que j'ai détecté le cinquième, celui qui m'a frôlé l'an dernier. C'est que la nuit, quand j'avais, ça arrive à tout le monde hein, de se réveiller la nuit, et là, j'ai senti que le petit vélo dans la tête, il n'avait plus la même couleur. Et ça m'a ouais, rappelé les burn-out précédents. C'est très particulier, je ne saurais pas le décrire avec des mots, mais c'est là que je me suis dit, oh là là, attention. ouais, Et donc là, j'ai levé le pied. ouais. Mais il m'en a fallu 4 avant quand même, hein. Mais dans ton livre, le titre, c'est Et tout va bien. Parce que après la carrière de maîtresse d'école, après ta période de direction dans les différentes mairies, tu es devenue biographe. Oui. Comment ça s'est passé, ta transition? Et même le et tout va bien, c'était même à chaque fois. À chaque fois, je rebondis. J'ai fait le choix, la première fois de changer d'école, la deuxième fois de changer de métier. J'ai pris des décisions, la première étant de m'arrêter, encore une fois. Mais le et tout va bien, c'est vraiment à chaque fois, je me suis pas morfondue. On vérifiera si le mot est dans le dictionnaire. Sinon, c'est pas grave, je l'invente. Euh, Parce qu'il y a toujours d'autres choses à faire, en fait. On n'est Oui. pas que sur une voie unique. Et là, pour te répondre, donc lors de ce quatrième burn-out qui commençait alors que j'étais en mairie où les agents n'étaient pas considérés par les élus, c'est ce qui m'a fait fuir. Après avoir fait de mon mieux au poste où j'étais. Là, un soir, en me couchant, mais c'est vraiment comme ça que je le raconte dans le livre, il y a le mot écrivain public qui m'est venu, Mhm, un peu comme une illumination. mhm. Bon, écrivain public, on est au 21e siècle, les gens savent écrire, a priori. Je me suis dit, non mais attends, Ils écrivent de moins en moins. oui, c'est vrai aussi. Je me dis, alors, attends, Alexandra, écrivain public, non mais ça sert à rien, enfin, ça n'existe pas ce métier, ça n'existe plus. Bon, j'ai dormi dessus quand même. Et dès le lendemain, j'ai cherché. Et oui, écrivain public, c'est un métier qui existe encore, qui a un regain, et il y a même des formations. Et en fait, c'est en suivant une formation, la formation du CNED, je me suis formée au métier d'écrivain public. Et c'est là que j'ai découvert le métier de biographe, que Oui. je ne connaissais pas. Je connaissais certaines personnalités qui ont écrit leurs livres ou qui ont fait écrire leurs livres, mais c'était tout, comme tout le monde. Et non, non, en fait, un biographe peut raconter, peut écrire la vie de n'importe qui.
on peut écrire la vie de son voisin, on peut écrire la vie de sa mamie, on peut écrire la vie, en 2 mots, d'un chef d'entreprise. On a tous une vie à raconter, c'est ce qu'on disait au début. Et c'est moi, ma phrase fétiche en fait. On a vraiment tous une vie à raconter, quel que soit notre âge. Mon fils, il a voulu commencer à écrire son histoire. Il avait 7 ans quand il s'est dit, tiens, pourquoi pas. Il a vécu le Covid. Rien que ça, on a tous vécu le Covid. Ouais. Donc, rien que ça, on a tous un bouquin à raconter sur le Covid, hein. Rien que ça, je pense que on aurait Donc, tous un livre à écrire. Il y en a, ça va être un parcours professionnel. D'autres, ça va être un parcours thérapeutique. ouais, D'autres personnes, ça va être toute leur histoire. Il y a des personnes qui me contactent qui ont dans nos âges, hein, entre 30, 40, 50 ans, et qui me disent, Alexandra, j'aimerais que tu expliques, que tu écrives l'histoire de ma mamie. ouais, Il faut que ma mamie soit d'accord. Mais le cadeau que l'enfant ou le petit enfant va faire à sa mamie ou sa maman, c'est un cadeau qui lui revient aussi parce qu'on a besoin de savoir d'où on vient. ouais. En fait, dans le livre, il y a 2 aspects. Il y a celui qui écrit, qui se raconte. Moi, j'ai eu besoin de me raconter, de raconter Mhm. mon histoire en me disant lira qui voudra. Au début, c'est vraiment comme ça que j'avais besoin, moi, de l'écrire. Et puis après, j'ai eu besoin de le transmettre aussi. Et Mhm. parmi les narrateurs pour lesquels j'écris ou que j'accompagne à écrire eux-mêmes, il y a ces 2 aspects-là. Il y a souvent le côté d'abord, j'ai besoin de raconter mon histoire, de poser les mots, de dire j'existe. Il y a ce côté-là aussi. C'est pas de l'égoïsme, c'est de dire je suis là, je prends ma place. Et il y a un besoin aussi de transmission. Et on a besoin aussi d'être inspiré par d'autres personnes. Et c'est là où moi, je suis heureuse d'avoir écrit mon histoire. Enfin, une partie de mon histoire, hein, c'est que mon parcours professionnel au travers des burn-out, parce que j'ai vécu d'autres choses aussi. J'en parle un tout petit peu dans mon livre, mais il n'y a pas que les burn-out, hein, dans ma vie, heureusement. Mais il y a plein de personnes de mes lecteurs qui m'ont dit mais merci d'avoir écrit des choses. Il y en a une qui m'a dit ah, je comprends ce que j'ai vécu, je comprends ce que je suis en train de vivre. Je comprends ce que ma sœur est en train de vivre. Je me dis, tiens, il faut que je le fasse lire, bah, comme tu l'as dit toi aussi à un moment. Il faut que je Ouais, le fasse lire à ma sœur ou à mon ami, ou parce que du coup, peut-être que ça va lui parler. Et puis, il y en a une, je me rappelle, qui m'a dit qu'elle ne lit, elle lit très peu de livres. La lecture, c'est pas son truc. Mais elle m'a dit, à chaque fois que je sens que je travaille trop ou que je sens la fatigue et tout, je repense à ton livre. Et là, je lève le pied. Et là, je me dis, j'ai gagné. Peu importe le nombre ouais, de lecteurs que j'ai, en fait, que j'en ai 10, 100, 1000, même s'il n'y a que 2 lecteurs à qui je rends service, mon livre, il aura gagné. Il aura permis d'éviter 1, 2, 3, 10 burn-out. Et c'est là où je me dis, mais c'est indispensable d'écrire son histoire, en fait. Que ouais, ce soit un parcours, ben moi, c'est à travers les burn-out. Il y en a une autre, ce sera la thérapie, c'est pour ses enfants. Il y en aura la mamie, c'est pour que ses enfants et ses petits-enfants, ils aient moins besoin d'aller chez le psy. Enfin, il faut être honnête aussi, on a besoin de savoir d'où on vient. ouais, Donc, ouais, c'est tout ça. Et la transmission, on en a besoin. Surtout aujourd'hui que, bah, c'est vrai qu'on est de moins en moins en cellule familiale. Les familles sont plus ou moins éclatées selon la vie, selon... Il y a plein de choses qui y font. Et on a besoin d'être inspiré par d'autres personnes. ouais. Il y a tout ça, en fait. Mais quand tu as commencé ce métier, quand tu t'es mis à ton compte, hein, tu as donc eu l'activité de biographe, c'est-à-dire que tu demandais des personnes à te raconter leur histoire, et donc c'est toi qui l'écrivais. Oui, Et je ne sais pas si je dirais juste, mais je crois que mon mari était un des premiers qui t'a demandé de l'accompagner, mais il voulait écrire. c'est ça. Et exactement au tout début, et même assez vite d'ailleurs. C'est vrai que Jimmy Son, je l'ai rencontré, on s'est rencontrés assez vite dans ma carrière. Ça fait 3 ans que je suis installée. Ouais. 3 ans, 30 livres quand même. Euh, et c'est vrai qu'au tout début, l'idée que j'avais, c'était écrire pour les mamies. Donc les mamies, les papis, les personnes âgées, pour leurs enfants, leurs petits-enfants. C'était vraiment l'idée que j'avais en tête. Donc j'écrivais pour ces personnes-là. Hmm. Comment elle te Euh, racontait? C'était au téléphone? C'était comment? c'est souvent alors ou en présentiel, en face à face, ou alors en visio. D'accord. En visio, ça se passe vraiment très bien. Il y a toutes les Tu informations. enregistres, c'est Oui, ça? j'enregistre systématiquement. Oui, Mhm. oui, oui, j'enregistre.
Et C'est pour tous ceux qui auraient envie de faire écrire leur biographie. oui, Sachez que c'est possible, où que vous soyez. Il y exactement. a une visio avec Alexandra possible où vous racontez votre histoire et ensuite elle fait des merveilles et elle le met sur papier. Ben oui, parce qu'avec Jamison, par exemple, on a fait des visios pendant qu'il était au Brésil. Oui. Donc, tout est possible en fait avec la visio. Autant le téléphone, il y a une personne qui me l'a demandé tout récemment. Je lui ai dit que j'étais pas favorable. J'ai pas dit non. J'ai pas fermé. Mais au téléphone, il y a des choses qui ne passent pas. Mhm. En présentiel ou en visio, avec maintenant, c'est vrai que un des rares avantages du Covid, c'est que ça a démocratisé la visio. Mhm. J'utilise Zoom. C'est que je vois, donc il y a cet échange-là visuel, il y a les gestes, il y a les intonations, je les aurai aussi au téléphone, il y a les silences, il y a les expressions, il y a plein de choses qui passent en fait en visuel, Mhm. tout le paraverbal, le non-verbal, je me sers de tout ça pour écrire votre histoire. Je me sers pas que de vos mots. Et bon, tu le sais mieux que moi, je pense, la communication, les mots, c'est que 7% de la communication en fait. Ouais. Donc moi, Ouais, il y a j'utilise tout tout, le... j'utilise vos mots, parce que je ne vais pas inventer votre histoire, évidemment, mais j'utilise tout le reste, vos hésitations, les émotions qui peuvent passer. C'est tout ça que je souhaite retranscrire dans un Et livre. les biographies, tu les écris en première personne ou en troisième personne? Alors jusqu'à présent, toujours à la première personne, parce que j'écris comme si j'étais vous. Oui. En fait, j'écris, je me mets à la place d'eux. C'est d'ailleurs pour ça que je n'écris pas pareil pour Mireille que pour Sarah, que pour... Tu t'imprègnes de personnages, tu rentres dans la peau c'est et ça. tu écris. Je suis un peu caméléon et l'objectif, c'est que quand, par exemple, la fille ou la petite fille de Mireille va lire le livre de Mireille, c'est le nom de Mireille qui est sur le livre, c'est pas le mien. Quand ses proches vont la lire, ils vont avoir l'impression d'entendre Mireille, comme quand on reçoit une lettre de quelqu'un ou quand on lit un post sur les réseaux sociaux, on a l'impression parfois d'entendre les intonations, il y a des petites choses comme ça. Et c'est ça que j'ai envie de faire pour mes narrateurs, Hmm. de Et fondre dans depuis, leur vie. donc, tu as ajouté à ton arc la corde de accompagnatrice, Oui, si je peux appeler ça c'est ça. ainsi, des personnes qui ont envie d'écrire eux-mêmes, mais qui ont besoin de soutien, de quelqu'un qui va les guider, qui va aussi relire, Oui, les corriger, ça arrive aussi. Oui. et puis Effectivement, et là, aller c'est... jusqu'au bout, parce que c'est ça le Oui, plus oui, difficile. oui, complètement. Parce qu'on a toujours autre chose à faire que d'écrire un bouquin. Ouais. Clairement. Et effectivement, Jamison a été le premier à me demander ça. J'avais pas du tout prévu de le faire au départ. Il m'a dit, moi, j'ai envie d'écrire moi-même, Hmm. mais j'ai besoin d'être accompagné. Et il a tout à fait raison d'écrire lui-même parce que je lui ai dit à chaque fois, et je te l'ai déjà dit, il a une superbe plume, Jamison. Son livre n'est pas public, donc vous ne pourrez pas le lire. Mais il le Pas tout de suite. deviendra. En fait, je lui ai demandé et il veut modifier un ou deux passages, je Ah, crois. Et je lui ai dit que si il le permet, je le publierai parce que c'est oh, des compétences que aujourd'hui je peux avoir entre la communication que je fais pour oui. moi et donc il pourra être vendu. Ouais. Ah oui. Et c'est vraiment une très belle plume, Jamison. Il y a de la poésie, il y a beaucoup de visualisation. C'est très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup sa plume. Et effectivement, donc, l'objectif, il y avait deux objectifs. C'est un, qu'il aille jusqu'au bout, parce que Mm, quand on veut écrire son livre, c'est pas pour écrire 3 pages et s'arrêter demain. Donc, un, déjà, l'aider à aller jusqu'au bout, donc avec un rendez-vous de mois en mois. Moi, MOIS. On se voit, voilà, souvent c'est ça, on se voit tous les mois, ça donne une bonne, suffisamment long pour que l'écrivain, du coup, l'auteur, ait le temps d'écrire, mm. et pas trop éloigné pour pas perdre le fil non plus. Donc il y a ce côté-là et le côté regard extérieur. Oui, Et par exemple, ce qui arrive avec plusieurs personnes que j'accompagne comme ça peut être une histoire simplement de conjugaison. oui. Ça paraît tout bête. Mais par exemple, je pense à un narrateur, à un auteur, parce qu'en l'occurrence c'est un auteur, qui écrivait tout à l'imparfait.
Mm. Je faisais, je marchais, je rencontrais, on dansait, on ceci, on parlait, tout à l'imparfait. Mais du coup, il y a pas de relief Ouais. quand tout est à l'imparfait. Et du coup, je lui ai proposé, écoute, voilà, je te propose de mettre des choses au passé composé. Alors, on peut faire l'imparfait et le passé simple, mais le passé simple, à la première personne, c'est plus délicat. Mhm. Voilà, C'est la forme qui est vraiment littéraire, qui c'est nous ça. enlève parfois un sentiment d'authenticité. Voilà. Alors que le passé composé, mais on l'utilise tous les jours. Mm. Hier, je suis allée, je marchais dans la rue et j'ai rencontré ma voisine. J'ai Mm. utilisé l'imparfait et du passé composé. Et là, du coup, quand il a changé ça, mais ça a changé complètement la musicalité de son livre, en Oui, fait. C'était pas ouais. tout plat, monochrome, monocorde. Il y avait beaucoup plus de relief. Il y a une rencontre, c'était impactant. Elle m'a dit quelque chose. Là, ça avait du sens. Enfin, voilà. Et Alors, parfois, c'est des petits détails comme ça qui changent tout, mais tout seul, on s'en rend pas forcément compte. D'ailleurs, ouais, moi-même, quand j'ai écrit mon livre, je me suis fait relire. Non pas pour l'orthographe, j'avais pas d'inquiétude là-dessus, mais pour justement ce regard extérieur, on en a besoin, en fait. ouais. Et là où j'ai envie d'ajouter un regard encore extérieur, c'est que toi, en étant accompagnatrice, tu vois ton impact sur le côté technique, on va dire, et motivationnel de tes clients, parce que tu sais que vos séances sont garantes de progression de leur travail. Tout à fait. Là où tu te rends pas compte peut-être, c'est que tu es accompagnatrice d'une vraie thérapie. Et moi, je l'ai vu sur mon mari. Alors, juste pour vous dire, c'est une personne qui a perdu sa maman à 9 jours. Il avait 9 jours quand sa maman est décédée. Et c'est un énorme traumatisme qu'il n'a jamais hum, traité en thérapie quelconque. Et j'ai envie de dire que ce livre a été la seule, en tout cas jusqu'au-là, thérapie qu'il a eue. Et c'était bouleversant. Toute la première partie dans laquelle il écrit son enfance, son adolescence, il était bouleversé. Je l'aurais trouvé plusieurs fois en larmes derrière son bureau parce Mm, que il fallait mettre des mots mm, sur des pensées, sur des émotions qui ont été enfuies. mm. Et je ne l'ai jamais lu avant d'être publié, avant que ce soit publié. Et donc, à chaque fois, tu étais la seule accompagnatrice dans cette histoire-là. Oui, c'est vrai. Et ensuite, il y avait un deuxième moment qui, je pense, est commun pour beaucoup. C'est au moment de finir. En fait, Jamison, je crois qu'il a mis 1 an Oui, à écrire le dernier chapitre qui fait oui. quelques pages et qui est vraiment un point sur le i, c'est vraiment anecdotique. Mais en fait, ce dernier chapitre, de ne pas écrire ce dernier chapitre, ça lui permettait de ne pas sortir le livre. Et en coach qui ne coach pas ses proches, mais là, j'ai eu besoin de comprendre. J'ai eu une conversation avec lui où il m'a dit, mais comment veux-tu que je le publie et que je laisse lire à mes parents? Je me dis, mais qu'est-ce que tu as écrit là-dedans que tes parents puissent pas écrire? Mais dans cette histoire qui est liée avec le décès de sa maman, il y a plein de choses, plein de non-dits dans la Oui, famille qui a été oui, endeuillée mm, et qui a été bouleversée et tragiquement marquée. Et je pense qu'il avait peur de ça. Il y avait aussi, j'imagine, d'autres regards qu'il appréhendait quand le livre sortira. Et donc, il a mis beaucoup de temps. Et je pense que si tu n'étais pas là, ce livre n'aurait jamais sorti ou ne serait jamais sorti pour ne pas faire de... ne Et, serait jamais sorti. et tu as raison sur le côté thérapeutique. Je le dis systématiquement à mes narrateurs ou aux personnes qui écrivent elles-mêmes. Je ne suis pas psy, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas tout ça. Mais clairement, j'ai une sensibilité qui fait que, d'une part, et l'écriture en elle-même, tout le monde le sait, hein, écrire, c'est aussi thérapeutique, l'écriture est thérapeutique. Et parfois, il y a des personnes, bah, comme effectivement ce qu'a écrit Jamison, et j'étais la première lectrice et la seule pendant longtemps, ce qu'a écrit Jamison et ce que me racontent certains narrateurs, etc., il y a des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne
Mhm. ou alors parfois qu'ils ont essayé de dire, mais qui sont noyés sous le flot du bavardage familial ou autre. Enfin, ils ne sont pas entendus. Parce qu'il Mhm. y a aussi ça. Parfois, ils l'ont jamais dit. Parfois, ils l'ont dit, mais ils ne sont pas entendus. J'ai une de mes narratrices qui s'appelle Laure. Euh, Elle a vécu un deuil aussi à l'âge de 5 ans et on ne lui a pas dit que son papa était décédé. Il est décédé dans un accident de voiture, on ne lui a pas dit qu'il était mort. Donc elle Mhm. a cherché pendant des jours et des jours et des mois et bon, elle a fini par comprendre. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Alors après, elle a suivi son chemin hein, depuis l'âge de 5 ans. Mais il y a beaucoup de choses comme ça que mes narrateurs racontent. Et enfin, aujourd'hui, hier, ou en écrivant, ils posent des mots. C'est Mhm. aussi d'ailleurs ce que j'ai vécu moi en écrivant mon livre. Euh, il y a un moment, on a besoin de poser des mots. Alors, il y en a qui vont chez le psy, mais souvent, ça suffit pas d'ailleurs. Oui, Parfois, on a besoin des deux. ça peut être complémentaire. Mais c'est ça, parce que le psy, il va vous écouter. Déjà, il n'y a qu'une personne qui vous écoute. Après, faut trouver le bon en plus, le bon psy. Mais bon, il faut trouver aussi le bon biographe. Mais il y a aussi une histoire que les paroles s'envolent. Alors que Ouais. quand c'est écrit, et quand il y a aussi, quand c'est écrit, relu, il y a un effet miroir. Donc Mhm. Jamison, il a écrit lui-même. Moi, j'ai lu ce qu'il écrivait. Je lui ai renvoyé l'effet miroir. Donc à la fois parfois sur le plan technique, purement technique, hein, clairement, mais parfois aussi sur la compréhension, sur je lui disais, mais je comprends pas ça, est-ce que tu peux expliquer davantage? C'est ce que je fais aussi avec ceux pour qui j'écris. Mhm. Parce que, on peut sauter du coq à l'âne sans s'en rendre compte, parce qu'on raconte son histoire. Donc, elle est évidente, notre histoire. Et Proust n'est pas donné à tout le monde. Non, tout à fait. Pour Donc, sauter de maintenant, coq à l'âne. oui, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que c'est ce regard extérieur quand j'écris pour des personnes. Donc, elles me racontent, je comprends, j'écris, elles se relisent. Déjà là, il y a quelque chose qui se passe quand elles se relisent. Mhm. Déjà, le fait de raconter, déjà, il se passe quelque chose. Mais après, quand elles se relisent, il y a autre chose qui se passe. Mhm. Et c'est aussi ce qui peut se passer avec les personnes que j'accompagne à écrire elles-mêmes, comme Jamison ou comme d'autres. Il y a cet effet miroir, on a besoin en fait de ce regard de l'autre. Alors parfois il peut faire peur, hein. Ça peut être ça aussi. Il y a des narrateurs qui m'ont raconté quelque chose de très difficile au bout de plusieurs séances, alors que Mhm. ça leur prenait la tête dès le départ, alors que c'était leur Ouais. objectif d'écriture. Il y en a qui le disent dès le départ. Donc, mais, mais il y a aussi ce côté-là en fait. Le côté thérapeutique, je ne sais pas si le mot fondamental est justifié, mais en tout cas, il est systématique. Mhm. S'il y a systématiquement un côté thérapeutique, quel que soit notre parcours. Ce qui est formidable avec cette démarche-là, c'est que on peut réévaluer notre regard sur le passé. Oui, tout Et à fait. ça, c'est très important parce que moi, je vois chez mes clientes, souvent la source de souffrance vient de notre interprétation de ce qui nous est arrivé dans la vie. Parfois, l'interprétation appartient aux autres, aux parents, Oui, à l'entourage. Et nous, on répète ce qu'on nous a dit. On a sélectionné des événements qu'on a gardés en mémoire en effaçant d'autres. oui, Et quand on se replonge dans son passé, ça nous permet de réécrire, revoir ce passé-là et de décider est-ce qu'on garde notre interprétation d'aujourd'hui ou est-ce qu'on la change sans tomber dans une hypocrisie ou sans tourner la veste. tout à Tout fait. simplement que ça nous donne la possibilité de réévaluer de ce qui s'est passé. Oui, oui, et puis c'est grâce au... Le livre permet ça, que même le psy ne permet pas, c'est que le livre, on a le temps. Oui. On a le temps de se raconter, on a le temps de poser les mots. Et quand le narrateur ne trouve pas les mots, moi je les lui propose, c'est aussi mon rôle. On a le temps de d'écrire, on a le temps de réécrire aussi. Ah bah non, Mhm. finalement, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Maintenant que j'y repense, la plupart du temps, mes narrateurs, ils me racontent des choses, et puis la fois suivante, ils me disent, ah tiens, il faut qu'on rajoute un truc parce que il y avait un truc qui s'est passé en plus, et puis voilà. Un livre, on fait des allers-retours, en fait. Et comme c'est déjà posé, c'est déjà écrit, on peut revenir dessus pour se dire,
je rajoute, je corrige, j'enlève aussi. Parfois, on enlève Oui. parce qu'on n'a pas envie que ce soit dans le livre. Et donc, il y a cet aspect-là, l'histoire du temps. En fait, on prend le temps d'écrire, qu'on le fasse soi-même ou qu'on le fasse faire, mais on prend le temps. Il y a des personnes qui me demandent combien de temps il faut pour écrire un livre. Euh, Parmi les 30 livres, la trentaine de livres que j'ai déjà écrits ou qui sont en cours, il faut compter entre 6 mois et un an pour écrire un livre. Mm. Entre la première fois qu'on se découvre et la sortie du livre en version papier. Ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre moins, mais moins ça paraît difficile. Et Mm. en fait, c'est souhaitable que ça prenne au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parce que si on racontait toute son histoire en une semaine, par exemple, c'est faisable, hein. Techniquement, on Mm. peut se voir tous les jours pendant 2 heures. Mais par contre, au bout d'une semaine, il y a encore plein de souvenirs qui vont revenir. Ouais. Et ceux-là, ils ne seront pas dans le livre. Alors que quand on prend le temps, on se voit toutes les 15 jours, 3 semaines, un mois, les souvenirs reviennent aussi, se complètent, et le comment et le pourquoi, tout ça, c'est tout ça qui fait le livre et qui fait la valeur du livre et la couleur du livre, en fait. Tu as parlé de différences avec une thérapie chez un psy. Il y a une différence fondamentale, c'est de la sortie publique, parce que quoi qu'il arrive, que ce soit pour juste les proches de la famille ou un cercle plus large, c'est du public. Oui, Et donc la nécessité d'assumer de ce qu'on met et d'assumer, c'est de prendre son estime de soi oui, en main et se dire, voilà, moi, j'ai vécu ça. Il s'est passé ça. Vous avez vécu ça peut-être de telle manière. Vous avez pensé de cette façon. Mais moi, ma version des faits, c'est ça. Je l'assume et j'ai besoin de vous le dire. c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai écrit en parallèle pour deux mamies qui avaient toutes les deux des soucis avec leurs enfants. Mhm, Et elle me disait, donc moi je raconte mon histoire, mais peut-être que eux l'ont pas vécu comme ça. Mais je leur dis, moi j'écris pour vous votre vérité. mhm, Je suis pas sûre qu'il y ait une vérité absolue. Vous, vous écrivez votre vérité. Et vos enfants, s'ils veulent écrire leur vérité, ils écriront leur vérité. ouais. Ça peut être aussi un point de départ, déjà, votre vérité que vous n'avez jamais pu exprimer. Il y a ça aussi. Et Mais puis, il y a une effectivement, c'est différence important. d'époque, parce que ce que les mamies ont vécu il y a 40 ans, dans une époque où le monde était diamétralement différent, Oui, elles étaient différentes parce qu'elles oui, avaient 40 ans de moins. oui, oui, Et puis, la personne qui a aujourd'hui 40, 50 ans, elle avait à peine 5, 10 ans. Son monde était différent. Donc, c'est une telle richesse de pouvoir croiser et c'est une sorte d'invitation à une communication complètement. entre les Oui, générations oui, sur la perception que chacun oui. a. Et ça, quel que soit l'âge du narrateur-auteur. Ouais. On peut avoir 80 ans et envie de communiquer à ses enfants, petits-enfants. On peut avoir 40 ans et envie de communiquer aussi à ses enfants, parce que Jamison, il a 40 ans. Donc, il n'a pas attendu d'avoir 80 ans. Un chef d'entreprise qui a 40 ans, 45 ans, il a aussi envie de communiquer sur son parcours. Mm, Euh, il y a un moment, effectivement, et c'est le fait de se savoir lu dans le futur, c'est aussi ce qui nous oblige en tant qu'auteur ou co-auteur ou narrateur à choisir les mots qui correspondent, les mots justes. mm, Le psy, on va lui donner un mot qui nous passe par la tête, c'est celui qui sort et c'est le bon. Dans un livre, il faut qu'on se fasse comprendre alors qu'on n'est pas en face. ouais. Il faut que l'écrit. Là, par contre, il n'y a que le mot qui compte. Il n'y a pas d'illustration, enfin il peut, hein, mais la plupart du temps, il n'y a pas d'illustration. Donc il n'y a que le mot qui va donner l'information. Donc il faut que le mot et l'expression et la phrase soient les plus justes possibles. Est-ce que Euh, à la fin des écrits, les auteurs ou les co-auteurs en ont marre de leur ouvrage? Pas pour le moment, ils sont fiers. J'en ai pas encore rencontré qui en avaient marre. Parce Ça que je pourrait, me hein? dis qu'à Oui. force de le relire, à la Oui. fin, on se dit, bon, c'est bon. Pour le moment, ça s'est pas trouvé. Ça pourrait, hein, un jour arriver. Il y a aussi autre chose que je voulais dire quand tu parlais tout à l'heure de revisiter son passé. Personnellement, j'ai deux autres projets de livres qui n'ont rien à voir ni avec ce que j'ai déjà écrit,
ni l'un avec l'autre. Il y en a un, notamment, que je souhaite écrire sous forme de conte, de Mhm. fiction, parce qu'il est trop dur à exprimer sous forme d'autobiographie, comme j'ai écrit 4 burn-out et un bore-out, et tout va bien. Et tout va bien est très important. Là, cette histoire-là, j'ai envie de l'écrire sous forme de conte. Il y a des personnes qui sont venues me trouver aussi pour écrire des autofictions. Donc, on mélange un peu la réalité et et l'imaginaire. Mhm. Et ça aussi, ça peut être très thérapeutique. Ouais, Parce qu'on peut réécrire son histoire. On ne se ment pas à soi-même, hein, parce qu'on sait très bien ce qu'on a vécu. Mais on a envie de le transcender, ouais, le magnifier. Enfin voilà, il y a des ouais. mots comme ça. Euh, pour se guérir soi et pourquoi pas éventuellement guérir d'autres personnes. Mm. Et on peut avoir ce besoin-là aussi. Quand j'ai écrit 4 burn-out et un bore-out et tout va bien, je me suis posé la question, est-ce que j'écris la vérité, rien que la vérité, toute la vérité? Enfin non, pas toute la vérité, mais une partie en tout cas. En tout cas, j'ai pas menti à part les prénoms. Ou alors est-ce que je fais ça sous forme fictive? Et puis finalement, je me suis dit non, j'ai besoin de raconter ce que j'ai vécu. Encore une fois, ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti. Mm. Les ressentis des autres, ils m'appartiennent pas. Et ce qu'ont vécu les autres, ben, c'est ce qu'ils ont vécu eux. Mais voilà, j'avais besoin, moi, d'écrire ma vérité. En revanche, voilà, il y a des histoires où on préfère pas les idéaliser, les enjoliver, mais voilà, les faire différemment. Mm. Parce que ça peut être un besoin aussi. Peut-être que j'écrirai d'abord le conte et après l'autobiographie, peut-être pas, je ne sais pas. Mais les deux sont possibles. Et les En deux tout peuvent cas, me construire aussi. les projets fusent et ne s'arrêtent jamais. Non. Alexandra, merci beaucoup. Mais merci beaucoup à toi, Julita, pour ton invitation. J'ai envie d'ajouter que on peut tout retrouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Oui. C'est Donc juste, Facebook hein. et Instagram, Alexandra Plume et LinkedIn, Alexandra Travignet. On peut aussi, on peut aussi aller sur ton site internet, Oui, la plume d'alexandra.fr. la plume d'alexandra.fr, et je mettrai tous les liens dans la description de ce podcast. Et j'aimerais vous dire que vous pouvez aussi commander le livre d'Alexandra soit sur son site, et dans ces cas-là, Alexandra se charge elle-même de l'envoi et vous avez le joli cadeau sous forme de dédicace, C'est ça. ou on peut le commander sur Amazon Tout à fait. et Vous cherchez 4 l'avoir. burn-out et un bore-out sur Amazon, vous le trouvez. Voilà, donc je mettrai le lien dans la description de ce podcast. Et puis Merci. si vous avez envie d'écrire ou faire écrire votre histoire ou l'histoire de vos proches, n'hésitez pas à aller sur un des liens d'Alexandra. Alexandra, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, merci beaucoup, Julita. Merci infiniment. Mm. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cet échange? Oui, bah, le mot de la fin, ce serait qu'on a besoin de partager nos histoires. Peu importe que vous l'écriviez vous-même, que vous le fassiez écrire, peu importe, mais parlez à vos proches, inspirez-vous de vos proches aussi. La communication peut passer aussi par l'écrit. Parfois, c'est plus facile qu'en conversation à table entre le fromage et le dessert. Le livre permet ce temps-là de pause, de lenteur, de choix des mots. Donc, mais vraiment, c'est vraiment cette invitation-là, c'est euh, transmettez votre histoire, et pour vous et pour les autres. On en a tous besoin. Magnifique message. Merci encore. Merci beaucoup, Julita.